Aimé Kilolo est l'invité de ITW. Après avoir presté pendant une dizaine d'années, multiplié de l'expérience dans des domaines variés, notamment sur les questions de droit pénal, des questions de droits de l'homme que j'avais beaucoup approfondies, et je me suis retrouvé un jour, en 2008, consulté par le représentant du MLC au Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, qui me dira, écoutez, Jean-Pierre Bemba, le président de notre parti, vient d'être arrêté. Est-ce que vous ne pouvez pas lui trouver un avocat? Ce n'est pas moi qui suis consulté à ce moment-là, mais vu que j'ai beaucoup de relations dans les milieux de la justice belge, parce que j'ai l'habitude de faire aussi des conférences internationales dans les cadres des collaborations entre la justice belge et la justice congolaise. J'avais l'habitude de voyager avec des hauts magistrats belges, avec des bâtonniers de Belgique, de France. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, je vais demander à un des anciens bâtonniers, le bâtonnier Pierre Legros, qui est d'ailleurs actuellement le conseiller spécial du prince Laurent en Belgique. Je lui demanderai s'il veut bien défendre Jean-Pierre Bemba. Il me demandera de l'accompagner à ce rendez-vous. C'est ainsi que dès le lendemain de l'arrestation du vice-président Jean-Pierre Bemba, je serai en contact avec lui, je vais le voir, je vais être le tout premier Congolais à le rencontrer à la prison de Saint-Gilles, donc c'est la prison de Bruxelles, et c'est à ce moment-là que je commencerai d'abord comme l'assistant du bâtonnier Pierre Legros dans la défense de Jean-Pierre Bemba. Et à ce moment-là, nous sommes simplement en train de plaider devant le tribunal de Bruxelles, c'est-à-dire que nous nous opposons au transfèrement de notre client de Bruxelles vers la CPI. Pendant 2 mois, nous avons lutté. Ça a été évidemment une procédure judiciaire très délicate parce que la Belgique est signataire du traité de Rome. Et de ce point de vue-là, nous nous sommes aussi rendus compte que les réalités politiques faisaient qu'à un moment donné, nous n'allions ça allait être très difficile d'échapper à la comparution du vice-président Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. C'est ce qui sera fait. Et c'est dans ce contexte-là que Jean-Pierre Bemba me dira, écoute, je veux que tu m'accompagnes à la Cour pénale internationale, que tu puisses plaider, et je te charge de constituer une équipe internationale d'avocats qui vont assurer ma défense. C'est ce que je ferai. Je vais contacter plusieurs avocats qui avaient déjà plaidé dans d'autres dossiers devant des tribunaux pénaux internationaux, qui avaient déjà obtenu notamment des résultats, des libérations, des acquittements devant les juridictions pénales internationales. Je vais aussi contacter notamment des avocats aux États-Unis, des avocats en Angleterre, des barristères de Londres. Je vais avoir aussi d'ailleurs contacté même un ancien substitut du procureur de la CPI que je vais reprendre pour le compte de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Donc ce sera un de mes collaborateurs dans le dossier. Je sais d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là avec le bureau du procureur Moreno qui me reprochait d'avoir désigné comme avocat un ancien membre du bureau du procureur qui était censé connaître la stratégie du bureau du procureur. Et cela les avait mis tellement mal à l'aise, mais finalement nous avons eu gain de cause devant le juge qui avait considéré que un ancien membre du bureau du procureur devenu avocat pouvait effectivement rejoindre n'importe quelle équipe, puisque cet ancien membre du bureau du procureur n'était pas impliqué spécifiquement dans les poursuites contre Jean-Pierre Bemba. Donc voilà un tout petit peu ce qui fera que finalement je vais moi-même être admis au sein de cette Cour pénale internationale et que je serai finalement, grâce à la confiance que Jean-Pierre Bemba va placer en moi, d'assurer donc la direction de cette équipe nationale devant la CPI. Beaucoup de questions se sont posées généralement à travers le monde, c'est qu'il y a eu quand même une prolifération du phénomène criminel international
à travers des crimes qui étaient commis surtout lors de tentatives d'accession au pouvoir par coup d'État militaire. On a constaté que, à travers le monde, et essentiellement, il faut aussi le reconnaître, en Afrique, qu'il y avait des guerres qui faisaient que les miliciens ou les forces paramilitaires qui venaient pour tenter de renverser le régime qui était en place, pour des motifs légitimes ou pas. En tout cas, il se faisait que ces genres de conflits armés s'accompagnaient aussi des crimes, c'est-à-dire des viols des femmes à qui on reprochait simplement d'avoir soutenu l'ennemi. Il y avait des pillages, des destructions massives, des habitations, des biens de la population, il y avait des assassinats, de meurtres. Et donc tout ceci finalement faisait que la communauté internationale dans son ensemble a ressenti le besoin d'une justice internationale qui permettrait d'être plus efficace parce que certains crimes se répandent sur plusieurs pays dans le monde et parfois même dans plusieurs continents à la fois. Et donc il est plus facile qu'une juridiction internationale puisse efficacement centraliser les enquêtes, engager les poursuites et juger les auteurs de ces crimes, surtout lorsque il y a des cas où, par exemple, on a vu que les pays dans lesquels les crimes étaient commis se retrouvaient, après être sortis de la guerre, fragilisés, absence d'une justice effective parce que les institutions de l'appareil judiciaire n'étaient pas en place. Et donc, de ce point de vue, il a été dit qu'il fallait créer une juridiction internationale qui puisse être complémentaire, c'est-à-dire qui puisse juger les crimes lorsque les États n'arrivaient pas, dans des cas spécifiques, à assumer une procédure pénale qui soit équitable et efficace. L'idée d'abord de la justice pénale internationale a été noble dans la mesure où on a bien vu à travers le monde que on allait vers cet idéal de la fin de l'impunité, y compris pour des grandes personnalités très influentes, très puissantes, et qu'il était difficile de juger parfois dans certaines structures au niveau étatique. Mais la difficulté, évidemment, de cette Cour, qui a été déplorée d'ailleurs par plusieurs personnes, c'est que la Cour, de plus en plus, a donné les sentiments d'être une œuvre inachevée, dans la mesure où l'on se retrouve dans une situation où l'on a finalement un sentiment d'injustice ressenti essentiellement par les pays de l'Afrique. Lorsqu'il faut poursuivre, lorsqu'il faut mener des enquêtes face à des allégations de crimes, c'est toujours vers l'Afrique. Alors que on a bien vu qu'en Europe, en Ukraine, tout récemment, il y a eu des crimes qui ont été déplorés. On a vu que notamment en Syrie, un certain nombre de crimes sont déplorés. On a vu que notamment en Palestine, un certain nombre de crimes sont déplorés. Et donc on voit finalement, mais pourquoi cette justice à deux vitesses? Pourquoi s'attaquer seulement aux pays de l'Afrique? Eh bien, la réponse, sans doute, est due au fait qu'aujourd'hui, il y a d'abord le phénomène de la souveraineté des États qui fait que, pour pouvoir engager des poursuites sur un territoire donné, il faudrait la coopération des autorités politiques qui sont en place dans le pays en question. Mais il y a aussi évidemment ce phénomène qui fait que, finalement, c'est à travers la volonté politique des grandes puissances que la Cour pénale internationale semble, en tout cas le bureau du procureur, orienter ses actions. Et c'est ce qui, évidemment, aujourd'hui frustre, parce que ça donne le sentiment que la CPI n'est pas encore à même de rendre une justice efficace. Je vais vous donner un exemple. Lorsque une personne est poursuivie devant la Cour pénale internationale, comme ça se fait devant toutes les juridictions pénales dans le monde, le premier signe d'un procès équitable, c'est la possibilité pour cette personne qui est poursuivie
de bénéficier de la présomption d'innocence. Or, bénéficier de la présomption d'innocence, ça veut dire aussi que tant que sa culpabilité n'est pas encore établie, on doit avoir la possibilité d'être remis en liberté provisoire. Bon, la difficulté ici, on constate aujourd'hui, devant la Cour pénale internationale, quasiment dans presque toutes les affaires, lorsque un accusé pour crime de guerre ou crime contre l'humanité demande sa remise en liberté, la question qui se pose, c'est de savoir, on va le remettre en liberté sur quel territoire? Alors, le réflexe des juges, dans le cadre évidemment non seulement du respect de la souveraineté des États, mais aussi de s'assurer que cette personne qui sera remise en liberté ne va pas prendre la fuite, que cette personne va pouvoir, au moment où elle sera appelée, être joignable facilement et donc bénéficier aussi d'un contrôle des services des polices de l'État dans lequel il va être remis en liberté provisoire. Mais la difficulté, c'est qu'il suffit que le gouvernement d'un pays donné dise « nous refusons de l'accueillir sur notre territoire » parce que nous ne serons pas en mesure de coopérer avec la Cour en vue d'encadrer cette remise en liberté provisoire, ou tout simplement en disant, au nom de la souveraineté de notre État, nous refusons de délivrer un visa à cette personne pour exécuter sa mise en liberté provisoire sur notre territoire. Alors ça pose un problème parce que, normalement, un juge doit avoir le pouvoir de dire « je vous libère » sur n'importe quelle région de la juridiction des différents États sur lesquels je suis censé exercer mon pouvoir comme juge. Or, ici, il y a plusieurs États qui ont ratifié le traité de Rome, mais seulement le juge se retrouve impuissant dans ce sens qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer la libération d'une personne déterminée sur un territoire d'un État partie donné, si la volonté politique de cet État n'y est pas. Et donc, ça, finalement, on se retrouve que des personnes ne sont pas remises en liberté pour des motifs politiques qui sont totalement étrangers au dossier pénal pour lequel ils ont été poursuivis devant la Cour pénale internationale. L'autre difficulté qui donne aussi un sentiment d'injustice, c'est le fait que certaines grandes puissances donnent le sentiment d'instrumentaliser la Cour pénale internationale à leur service. On peut parler des États-Unis, on peut parler de la Russie, on peut parler de la Chine, qui ont même refusé de ratifier le statut de Rome. C'est-à-dire que ces pays ne reconnaissent pas la CPI comme étant une cour pénale ayant le pouvoir de mener des poursuites, d'arrêter et de juger, de condamner des ressortissants de leur pays. Mais par contre, ces mêmes pays sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et par ce mécanisme, ils peuvent, quand ils le veulent, à loisir, assigner une personne pour être jugée devant la Cour pénale internationale à travers une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies obligeant le bureau du procureur de mener des enquêtes dans un pays donné pour poursuivre une personne spécifique. On a vu par exemple que ça a été le cas à un moment donné en Libye. On a vu qu'à un moment donné ça a été aussi le cas en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui n'avait pas encore ratifié le statut de Rome, mais à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, le président Gbagbo a pu être renvoyé vers ce pays. Et donc tout ceci montre bien évidemment ce sentiment, ces sentiments d'injustice, un sentiment de justice finalement inachevée. Il faut dire que la Cour pénale internationale est en soi une idée noble de justice qu'il faudrait soutenir, qu'il faudrait promouvoir, mais seulement il y a un certain nombre de réformes à faire pour que, effectivement, toute la communauté internationale, toutes les populations des États à travers le monde puissent finalement avoir le sentiment d'avoir affaire à une justice qui est équitable, une justice qui est tout simplement juste. Pourquoi est-ce qu'ils sont jugés par des juges étrangers? Vous allez voir par exemple des personnes qui sont jugées par une chambre qui est composée d'un Chinois,
d'un Brésilien, d'un Indien. Et donc tout ceci pose évidemment ce problème. Vous savez qu'il y a une grande notion classique en droit pénal, et même d'ailleurs en droit de façon générale, c'est la notion du juge territorialement compétent. Parce qu'on considère que généralement un juge peut au mieux apprécier une situation, un phénomène criminel, lorsque ce phénomène se passe dans sa région, une région dont il connaît bien les habitudes, qu'il connaît bien les mœurs, et donc il peut comprendre plus facilement ce phénomène criminel, et donc il peut aussi, au moment de la sanction, réserver une sanction qui soit bien entendu appropriée et qui puisse atteindre le but qui est celui de dissuader et d'empêcher que demain les mêmes phénomènes puissent être à nouveau commis. Et donc il y a tout cela, mais il y a aussi le fait que on se demande, mais pourquoi est-ce que on ne poursuit que des hommes d'État, des anciens chefs d'État, des anciens chefs de gouvernement, des anciens chefs de guerre, qui n'ont pas la faveur de grandes puissances occidentales, qui se voient finalement désavoués, qui perdent leur légitimité internationale parce que certaines grandes puissances, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ne veulent plus d'eux au pouvoir. Et donc il y a là tout ce sentiment qui amène un certain nombre de pays, comme le Burundi aujourd'hui, de se retirer évidemment de la Cour pénale internationale avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Pour accéder à la Cour pénale internationale comme État partie, il faut bien entendu que les autorités politiques, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères puissent signer le traité, c'est-à-dire ici le statut de Rome. Il y a une deuxième étape qui nécessite que ce traité qui a été signé puisse être ratifié à travers une loi votée au sein du Parlement. Alors il y a aussi une troisième étape qui veut que le chef de l'État puisse promulguer cette loi. C'est à partir de ce moment-là que le traité de Rome entre en vigueur, que la Cour pénale internationale peut effectivement être reconnue dans le système juridique de ce pays. Donc ce qui a été le cas évidemment au Burundi. Alors là maintenant on apprend effectivement que le Parlement a voté une loi, c'est sans doute ce qu'on appelle la loi d'abrogation, c'est-à-dire une loi par laquelle le Burundi, à travers son Parlement, décide que désormais la loi qui avait été votée auparavant pour ratifier le traité de Rome, pour reconnaître la Cour pénale internationale, cette loi est annulée. Ça veut dire concrètement que la CPI n'est plus reconnue au sein de l'État burundais. Alors, quels sont les effets? Eh bien, c'est d'abord le fait que désormais, lorsque le bureau du procureur délivre un mandat d'arrêt international de la CPI, délivré habituellement par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, eh bien cela n'aura plus d'effet sur le territoire du Burundi. Ça veut dire qu'une personne qui est poursuivie par la CPI, qui se trouve sur le territoire du Burundi, ne pourra pas y être arrêtée en vue d'être transférée au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Ça veut dire aussi que s'il y a des allégations des crimes qui sont commis sur le territoire du Burundi, eh bien, le bureau du procureur ne pourra plus envoyer ses enquêteurs sur le territoire du Burundi pour mener des investigations. Et si ces investigations sont faites clandestinement, eh bien, ça pourrait être considéré comme de l'espionnage, ça pourrait être considéré comme un crime, et ces enquêteurs du bureau du procureur de la CPI pourraient se voir traduits en justice et condamnés par les tribunaux du Burundi. Ça veut aussi dire que toute personne qui se retrouverait sur le territoire de Burundi, mais qui a été condamnée par la Cour pénale internationale, ne pourra plus être appréhendée sur ce territoire et donc ne pourra plus
purger la peine à laquelle il aura été condamné par la Cour pénale internationale. Bon, il faut aussi noter que cela n'exclut pas des accords ad hoc, c'est-à-dire que le principe étant posé, il n'est pas exclu qu'un gouvernement signe un accord spécifique, un accord ad hoc limité à un cas précis, un cas unique, qui permettrait à la Cour pénale internationale de poursuivre, d'arrêter une personne, mais cela demande qu'il y ait d'abord la signature d'un accord spécifique pour que cela soit désormais possible sur le territoire du Burundi. Le procès Jean-Pierre Bemba est un procès politico-judiciaire. On ne peut pas aujourd'hui le nier. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le vice-président Jean-Pierre Bemba demande sa remise en liberté, vous vous souviendrez que au mois d'août 2009, la chambre préliminaire de la CPI va ordonner la libération de Jean-Pierre Bemba. À ce moment-là, Jean-Pierre Bemba avait dit, écoutez, puisqu'il y a des États partis qui font partie, qui ont signé le traité de Rome, j'ai ma famille en Belgique, je pourrais éventuellement être remis en liberté en Belgique. J'ai aussi une résidence au Portugal. Je demande la possibilité d'être remise en liberté au Portugal. Mais les deux pays dont je vous parle ont refusé de libérer Jean-Pierre Bemba, non pas pour des raisons judiciaires, non pas à cause du procès pénal qui était dirigé contre lui, parce que ce sont les juges de la CPI eux-mêmes qui avaient accepté à ce moment-là sa remise en liberté. Mais c'est pour des motifs ayant trait à la politique internationale, en tout cas des motifs politiques totalement étrangers au dossier pénal pour lequel il était poursuivi, que ces pays se sont opposés à accueillir le vice-président Jean-Pierre Bemba sur leur territoire. Et donc déjà, ce seul exemple suffit à démontrer que l'affaire Jean-Pierre Bemba est un procès purement politico-judiciaire. J'insiste sur cette notion parce que on ne peut pas non plus nier le fait que, entre-temps, la procédure suit son cours suivant des règles qui sont appliquées par la justice. Aujourd'hui, il y a un appel qui a été interjeté contre le jugement qui avait été rendu par la chambre de première instance. L'affaire est devant 5 juges de la chambre d'appel. Un certain nombre d'arguments ont été déposés, notamment le fait que les juges, lorsqu'ils ont condamné le vice-président Jean-Pierre Bemba, n'ont pas dit en quoi sa responsabilité comme commandant était engagée, à quel niveau de commandement, puisque tous les experts qui étaient passés devant la Cour avaient bien souligné qu'il existait 3 niveaux de commandement, le niveau stratégique, le niveau opérationnel et le niveau tactique. Alors il était impossible qu'il soit lié à tous les 3 niveaux de commandement. Et donc cette réponse n'ayant pas été fournie pour savoir à quel titre, à quel niveau de commandement sa responsabilité comme chef militaire a pu être engagée, ce sont les juges de la chambre d'appel qui vont répondre à cette question. Et je pense véritablement que ceci pourrait entraîner l'acquittement du vice-président Jean-Pierre Bemba. Nous attendrons bien entendu de savoir la décision qui sera prise très bientôt au courant de l'année 2017. On s'attend en tout cas à une décision, un verdict final dans cette affaire.